Bienvenue au Millennial Podcast numéro 13, durant lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Franck Julien. Franck s'est passionné pour les types de personnalités depuis 25 ans. Il est certifié ProcessCom, Bullbean et MBTI et il a conçu son propre modèle, ComColors. J'ai sollicité Franck pour qu'il m'aide à me clarifier les idées par rapport aux tests de personnalité qui sont utilisés en recrutement ou accompagnement des personnes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager ce contenu autour de vous. Ça me permet d'un côté d'avoir votre feedback et d'un autre de m'aider à diffuser mon contenu. Bonjour Franck et Bonjour Mouchine, bienvenue au Millennial Podcast. ravi d'être là. Alors je t'ai invité, Franck, j'aimerais que tu nous aides à y voir un peu plus clair sur les tests de personnalité. Mhm. Donc il y a une floraison de tests, il y a véritablement différentes écoles et différents formats de tests. Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça a commencé? Comment les tests de personnalité ont été créés? Quels sont les précurseurs et quelle a été leur première idée quand ils ont commencé à faire ça? C'est très intéressant parce que, en fait, quand on regarde les types de personnalités et les tests de personnalité, on s'aperçoit que la plupart ont démarré ont vraiment eu un essor avec la Seconde Guerre mondiale, soit pour recruter les équipes, surtout en Amérique, hein, vraiment je dirais pas la source, mais la majorité des modèles viennent des États-Unis. Mhm, Et on va dire que le principal, alors il y a deux modèles, les deux, trois modèles clés. Le premier, j'ai parlé bien sûr du MBTI, qui est issu des travaux de Carl Jung, qui avait écrit un livre en 1921 sur les types psychologiques et qui a été repris par une mère et sa fille, qui s'appelait Myers-Briggs, et qui ont déployé et développé ce questionnaire. Et donc, il a été utilisé par l'armée américaine pour justement essayer de sélectionner, de trouver les bonnes personnes aux bonnes places. Ça, c'est une première chose. Et donc, du coup, ça a eu un essor important parce qu'il y a eu l'armée qui a donné son soutien à ça. Le deuxième test le plus important, on va dire, c'est les travaux de Marston mhm. qui ont donné naissance au disque. Donc, le disque, c'est les fameux 4 couleurs qu'on entend un peu partout. Ça, c'est pareil. Ça a été beaucoup utilisé après la Seconde Guerre mondiale Mhm. pour reclasser les gens, savoir où est-ce qu'ils pourraient, comment est-ce qu'on pourrait les orienter. Et puis il y a un autre modèle qui a beaucoup été utilisé par ça, c'est John Holland qui a élaboré son modèle en 1959, vraiment en posant les bases, mais qui était basé sur les intérêts professionnels. Et à nouveau, c'était comment est-ce qu'on peut faire la connexion avec toutes ces personnes qui cherchent du travail, et surtout les gens après la guerre, qui cherchent du travail, et comment les diriger. Donc voilà, tu vois, ce qui est très intéressant, Mhm. c'est que à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a une utilité, et souvent d'ailleurs, tu vois, liée au recrutement ou à la sélection, ou comment faire pour qu'il y ait une bonne cohérence entre la- l'offre et la demande, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Alors, pour m'être intéressé à ce sujet, puisque je travaille actuellement dans les RH, et c'est des outils intéressants sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir, soit comme tu l'as dit, recruter ou accompagner des équipes ou aider des personnes à se développer. Mais Mhm. dès qu'on s'y intéresse, on peut être tout de suite perdu. Parce qu'il y a vraiment il y a un panel assez large d'offres et de choix. Si tu Mhm. devais conseiller un DRH ou un manager ou un coach pour choisir un test de personnalité, quels seraient les critères sur lesquels il devrait se baser pour pouvoir faire son choix? Mhm. Alors, je dirais que pour moi, il y a deux critères essentiels pour faire son choix. Le premier, c'est est-ce qu'il y a eu une évaluation, une validation psychométrique des dimensions qui sont mesurées. Première chose. Et là, je dirais qu'il faut aller un petit peu plus loin que juste est-ce qu'il y a une validation psychométrique et on n'en parle plus. Je dirais qu'est-ce qui a été mesuré. Par exemple, si tu prends le disque et le Success Insight, enfin tous les modèles qui sont basés sur 4 types, ont une quantité de profils qui sont vendus pour le recrutement, pour le management, pour la vente, etc. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a 4 dimensions qui sont mesurées, 4 types de personnalités. Finalement, c'est assez pauvre. En fait, on arrive à dire plein de choses avec ça, mais après, c'est beaucoup des interprétations. Donc, ce Hmm. qui est hyper intéressant, c'est de se demander combien est-ce qu'il y a
de dimension psychologique mesurée dans le questionnaire. Tu Ok. vois, parce que si tu en as 4, c'est quand même pas énorme. Dans le MBTI, déjà, tu en as 8. Donc, tu as le double. Hmm. Tu vois, donc ça, c'est intéressant. Ok. Pour moi, c'est un premier critère. Mhm. Et la deuxième chose, et c'est ça auquel on ne pense absolument jamais, c'est qu'on pense que parce qu'on a un questionnaire de personnalité avec une validation psychométrique, alors on va trouver exactement qui sont les personnes. Eh bien, pas du tout. Ça marche pas comme ça. La dimension, la validation psychométrique d'un questionnaire permet surtout de comprendre et de savoir si les dimensions psychologiques existent bien et sont bien mesurées. Mais ça ne dit absolument pas si la personne a répondu de façon juste. Puisqu'on parle de questionnaire d'auto-perception, Mhm. on est sur une perception de soi-même. Donc quand, par exemple, on veut faire du recrutement et qu'on a demandé à une personne de répondre à un questionnaire, il dit que ce qu'il veut. Mhm. Et on a beau nous faire croire, parce que moi, je parlerai après là-dessus, mais travaillé beaucoup sur la validation psychométrique du questionnaire comme Colors, Mhm. on a beau essayer de faire croire aux gens ou aux DRH qu'en fait, il y a des questions qui permettent de savoir si la personne a menti. Ça fait des années que je travaille là-dessus, on n'arrive pas à faire ça. C'est pas vrai. On ne peut pas savoir si quelqu'un a dit juste ou pas. Donc, en fait, on mesure une autoperception Mhm. et quand quelqu'un répond, eh ben, il y a la fameuse désirabilité sociale. C'est-à-dire, je réponds en disant qui je suis, mais je réponds aussi en disant voilà ce que j'aimerais être et peut-être que j'aimerais, voilà comment je voudrais que vous me perceviez. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand un DRH ou un RH se pose la question d'utiliser un outil, Mhm. il faut absolument associer à l'outil l'entretien. Mhm. L'entretien qui va permettre de savoir si les résultats du questionnaire sont bien ce qu'est la personne Mhm. ou si c'est juste une perception, en fait, une réponse qui va permettre d'adhérer le plus possible au profil recherché. Voilà, donc tu vois, je mettrais ces deux critères-là. Validation psychométrique et est-ce qu'il y a bien l'entretien de validation? Parce que la plupart des entretiens ou des formations qui sont délivrées avec des questionnaires de personnalité sont des entretiens d'explication. Oui. Vous avez répondu ça, Mhm. je vais vous expliquer qui vous êtes. Et ça ne permet absolument pas de savoir si la personne est vraiment comme ça. Mhm. Ça veut dire qu'on rentre pas dans un échange avec elle, c'est ça? On n'essaye pas de vérifier ce que restitue le test. La majorité des tests, ils restituent une image et il faut la prendre pour argent comptant. C'est ça, Franck, que tu C'est expliques. ça, Hmm. c'est exactement ça. C'est-à-dire que si la formation qui est délivrée avec, si l'apprentissage du questionnaire, c'est-à-dire on achète un questionnaire. D'abord, est-ce qu'on peut acheter le questionnaire tout seul? Il y a plein de questionnaires comme ça, hein, où il y a des gens qui vendent du questionnaire. Donc vous achetez un questionnaire, les gens vous faites passer et on vous donne les résultats, et puis ça vous dit qui est la personne. Bon, mais ça n'a pas beaucoup de valeur sur un recrutement. La deuxième chose, c'est vous avez acheté un questionnaire, mais on vous a formé à utiliser ce questionnaire. Mais si la formation consiste à expliquer le résultat du questionnaire à la personne qui a répondu, ça ne donne toujours pas d'informations sur qui est la personne véritablement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai acheté un questionnaire et on m'a enseigné une technique qui permet de poser les bonnes questions pour savoir si le résultat correspond bien à la personne que j'ai en face de moi. Ok. Voilà. Alors pour revenir au recrutement, justement, Franck, si tu devais donner des recommandations à des recruteurs qui nous écouteraient, ou des Mhm. DRH et qui utilisent ce type d'outils, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce qu'ils devraient arrêter de les utiliser ou ils devraient les utiliser différemment? Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Ben, je recommanderais, ben, si tu veux, je vais continuer dans cette logique. Mhm. Je leur recommanderais d'apprendre, de choisir un outil qui permet justement de savoir qui enseigne la manière de questionner le résultat, tu vois, de venir remettre en cause le résultat pour faire émerger le vrai profil. Parce que si tu veux, il y a deux choses qui sont hyper intéressantes quand on travaille sur le recrutement. C'est que d'abord, il y a des personnes, quand elles répondent au questionnaire, elles disent, voilà, je suis comme ça. Et puis l'entretien de validation, où en fait on va questionner pour voir si la personne est vraiment comme ça, eh bien, on arrive à la même chose. C'est-à-dire que ce que la personne a répondu et ce qu'elle est, c'est la même chose. Eh bien, souvent, moi j'ai observé que les personnes qui répondent ça sont des personnes qui finalement ont un bon leadership. Parce que il y a, je sais qui Hmm. je suis OK avec ça. Ok, Je me raconte pas d'histoire, tu ok. vois. Donc c'est Hmm. hyper intéressant d'aller vérifier ça. Hmm. Mais j'ai aussi observé une chose extrêmement intéressante, c'est que c'est m'arrivé plusieurs fois de faire des entretiens de validation dans des recrutements.
Et il y a des personnes, quand je leur remettais le résultat, en disant, écoutez, vous avez répondu ça, mais manifestement, ce que vous montrez dans votre comportement, c'est autre chose. Quand les personnes disaient, ah non, 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 moi, je ne suis pas comme ça, et ben derrière, il y a eu des conflits dans l'entreprise terribles. Ces personnes généraient énormément de conflits. Ok. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, ce conflit interne Mhm. de je ne veux pas accepter qui je suis, je ne l'accepte pas, je veux me présenter comme quelqu'un d'autre, ce conflit interne, en fait, se transforme en conflit avec les personnes avec qui la personne travaille. Et donc, du coup, ça a des répercussions importantes. Donc, je dirais, le conseil, c'est prenez un questionnaire où on va vous apprendre à savoir vérifier que le résultat est bien conforme. Ok. Parce que ça vous donnera de l'information extrêmement utile ensuite pour le recrutement que vous allez faire. Ok. Tu t'es spécialisé dans le test de personnalité. Ça fait plusieurs années que tu fais ça. Qu'est-ce qui Mhm. t'a donné envie de te spécialiser dans ce domaine? Alors, je crois évidemment, ça part toujours de soi. Moi, ce qui m'a vraiment touché en découvrant mon type de personnalité, en fait, je suis certifié sur 3 modèles. Je suis certifié sur le modèle Belbin, sur le modèle ProcessCom et sur le modèle MBTI. Et alors, pourquoi je suis certifié sur 3 modèles? Parce que ça me passionne. Alors, pourquoi ça me passionne? Parce que j'ai trouvé ça quand même super intéressant de découvrir qu'il y a un certain nombre de comportements que nous avons qui sont partagés par l'ensemble de la population. Ça, je trouve ça quand même incroyable. Hmm. Il y a, parce qu'on est, bien sûr, on nous apprend qu'on est unique, et c'est vrai, on est unique, on a plein de choses qui nous constituent et qui ne sont absolument pas les autres, mais dans tous nos comportements, il y a des choses qui sont absolument communes. Et découvrir que j'avais des comportements qui avaient été mesurés, que d'autres avaient comme moi dans la population française, mais internationale, parce qu'on retrouve les mêmes types partout, eh bien, ça m'a permis finalement de mieux m'accepter. Ok. Tu vois, de dire Mhm. finalement mon comportement est normal. Mhm. Alors ça c'est la première découverte. Ça c'était vraiment ma première découverte et du coup ça m'a passionné parce qu'évidemment ce qui me plaît c'est d'aider les gens à reprendre contact avec qui ils sont. Mhm. C'est ça qui est passionnant. C'est que en fait si tu veux on va dire que avec toute l'expérience que j'ai, ce que j'ai fini par découvrir, c'est qu'il y a souvent un conflit entre deux parties à l'intérieur de nous. La partie qui est liée au type de personnalité, qu'on ne peut pas changer, parce que c'est comme ça, on en est comme on est. Mhm. Et puis, la partie que j'appelle construite, tu vois, notre éducation, nos rencontres, notre expérience, ce qui est unique. Et souvent, on a un conflit entre les deux, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir satisfaire la motivation de notre type de personnalité. Mhm. Et ce comportement-là peut venir en conflit avec notre éducation qui me dit, ah non, ça se fait pas. Mhm. Tu vois. Et donc, pour moi, ce que je trouve passionnant, c'est d'arriver à remettre les deux ensemble parce que en entreprise, ce qui va vraiment intéresser l'entreprise, c'est d'avoir des gens qui sont investis, c'est-à-dire des gens qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. Mhm. Or, on s'épanouit pas dans l'adaptation, on s'épanouit dans son type de personnalité. Donc, c'est passionnant d'arriver à ça. Ça, c'est la première chose. Ok. Et la deuxième chose qui fait que je me suis vraiment rentré, mais devenu passionné, c'est qu'en me certifiant sur plusieurs modèles, Mhm. j'ai découvert qu'en fait, tous les modèles parlaient à peu près de la même chose. Ce qui diffère d'un modèle à l'autre, c'est le point de vue. Et Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, on peut éclairer les types de personnalités de façon extrêmement positive. Je vais te donner un exemple très, très simple. Ok. Dans le modèle ProcessCom, c'est le premier modèle auquel j'ai été formé, je suis de type rêveur. Et quand j'ai suivi la première formation, c'était en 88, c'était je crois l'année où la ProcessCom est arrivée en France, Mhm. j'étais type rêveur et franchement, ce qu'on disait du type rêveur, c'était terrible, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on m'explique ce que j'avais à faire, il fallait qu'on me donne des ordres, il fallait que je sois, comment on pourrait dire, on me donnait des métiers comme veilleur de nuit, on me donnait des métiers vraiment, tu vois, de tâches manuelles terribles, quoi. Alors quand tu vois que moi je suis pas du tâche, je peux être manuel, mais globalement je suis quand même plus dans ma tête. Je pense, ouais. Ça, c'était la description qu'on me faisait. Et vraiment, les autres, tu vois, les participants à la formation me regardaient un peu avec pitié en disant, oh, le pauvre. Donc ça, c'était une chose. Et puis Ok. après, je fais la formation Belbin. Mhm. Et dans le modèle Belbin, je suis le type concepteur. Et là, c'est le même type, hein, sauf Ouais. qu'on lui a pas donné le même nom. Hmm. Et là, j'avais tous les participants qui me regardaient avec envie. Ah ouais. Hmm. Et tu vois, et là, je me suis dit, quand même, le point de vue qu'on prend sur les types de personnalités, il a une incidence extrêmement forte sur le vécu et sur l'acceptation de qui on est. Hmm. C'est pour ça que quand j'ai créé le modèle comme couleur, je me suis dit, non, il ne doit pas y avoir de nom
attribué au type de personnalité parce que le nom provoque forcément une adhésion ou un rejet. Hmm. Et donc, dans le modèle comme Colors, il n'y a qu'un code couleur pour nommer les types de personnalités. Je suis type vert. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois type vert, type rouge, type bleu? Personne ne va réagir positivement ou négativement à une couleur. Voilà. Et donc, en fait, tu es obligé d'aller creuser pour savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà. Donc, ce qui me passionne, c'est de me dire, en fait, on a il y a pas tant de types de personnalités. Moi, je suis arrivé à 6, tu vois. Parce qu'au-delà, on commence à faire des sous-groupes. Par exemple, dans le modèle Belbin, il y a 9 types et on a des sous-groupes. Ok. Dans le modèle disque, il y a 4 types. Il manque vraiment 2 types qui sont parfaitement mesurés et qui ne sont pas du tout présentés dans le disque. Donc, le modèle comme Colors est basé sur 6 types et là, on a vraiment quelque chose de solide. Ok, super. Alors, tu as évoqué effectivement ComColors. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quelles sont les spécificités de ComColors? Qu'est-ce qui le distingue des autres tests? Et qu'est-ce qu'il peut révéler sur les gens? OK. Alors, qu'est-ce qui le différencie? Eh bien, déjà, on a mesuré 24 dimensions psychologiques. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis pas psychologue de formation. Hein, j'aurais peut-être bien aimé faire ça, mais je l'ai pas fait. Donc, je me suis adressé à un docteur en psychologie. Mhm. Et on va dire que ma naïveté par rapport à la psychologie fait que j'ai mis le curseur, mais très très loin. Je me suis pas dit on va mesurer les 6 types. Je me suis dit on va mesurer les 6 motivations Ok, qui sont liées aux 6 types. On va mesurer les 6 comportements sous stress, on va mesurer les 6 comportements conflictuels, et puis on va mesurer également les axes qui entourent le diagramme comme Collins. Tu vois? Et ok. donc, et puis on est parti là-dessus et on a réussi à mesurer. Donc ça a été génial. Alors, on a réussi à mesurer aussi parce que j'ai remis en cause plein de concepts dont je m'étais inspiré d'un différent modèle qui étaient faux. C'est là que j'ai découvert que tous les modèles de personnalité n'avaient pas forcément de psychométrie. Tu vois, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, moi, vraiment, j'ai axé là-dessus en disant, avoir une psychométrie solide, ça veut dire que quand on présente un concept à des participants, eh bien, on est absolument certain que ces dimensions existent. Donc Alors, ça veut dire que c'est solide. Oui. si tu permets, Franck, juste avant d'aller plus loin, et peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers à ce type de test, est-ce que tu peux rappeler ce que sont les motivations et les comportements des personnalités? Oui, alors tu as raison, je pars directement sur la partie théorique, ça c'est mon côté. Non, mais on y reviendra, on y reviendra. Juste donner une Alors, petite précision pour que les gens puissent se retrouver. ok. Alors je vais te prendre un type de personnalité, je ne vais pas faire les 6, mais je vais en prendre un, et Ok, puis je vais te montrer tout ce qu'on peut savoir sur cette personne avec le modèle comme Colors. ok. Donc si on prend le type rouge par exemple, Mhm, on va dire que ses qualités naturelles sont d'être actif, énergique, caméléon, mhm. capacité d'adaptation instinctive à son environnement. Ça c'est une chose. Ce que ça va dire aussi, c'est qu'il a un environnement favorable qui est variable. C'est-à-dire qu'il a une telle capacité d'adaptation qui va aussi bien vers les personnes que seul ou dans des petits groupes. Il est complètement adaptable. Ok. Sa façon de percevoir le monde, Mhm, c'est-à-dire comment il rentre en contact avec le monde et comment il rentre en contact avec les gens, les situations, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui commence par faire et ensuite il en tire une analyse, etc. Mais il comprend le monde en faisant. Voilà, c'est les enfants, par exemple, qui sont extrêmement actifs. mhm, Ils sont tout le temps en train de bouger parce qu'ils ont besoin de manipuler, de faire pour comprendre. mhm, Donc, par exemple, c'est les élèves qui se lèvent de leur place, tu vois, qui n'arrivent pas à rester assis toute la journée, par exemple. mhm. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la perception. Et puis derrière, on va arriver à la motivation. Le type rouge, sa motivation, c'est de se sentir important. Il a besoin de se sentir important à ses propres yeux et du coup, il va se lancer plein de défis et de challenges tout au long de la journée. Et personne ne le sait, hein. Il se fait avec lui-même Ok. pour se sentir important. Mhm, Et puis, allez, on va descendre dans les comportements sous stress. Qu'est-ce qui va le mettre sous pression? C'est, par exemple, de ne pas trouver de solution. Il a besoin de trouver une solution immédiatement à tout. Pourquoi? Parce que s'il ne trouve pas la solution, il a peur de ne plus être important à ses propres yeux. Donc, il doit trouver une solution immédiatement. Donc, il va des fois mettre en place des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions, mais qui lui permettent d'évacuer son stress. Donc, c'est pour ça que des fois, il part sur de mauvaises pistes, parce que voilà, il fallait qu'il trouve une solution tout de suite. Mais s'il continue de descendre dans les comportements plus lourds, il arrive dans le comportement conflictuel, et dans ce cas-là, eh bien, il va avoir, comment dire, il risque d'exploser verbalement, de piquer une grosse colère, de faire énormément de bruit pendant très peu de temps, 5-10 minutes, et après, il passe à autre chose. Et d'une certaine manière, ça lui permet de se ressentir important à ses propres yeux en explosant comme il le fait.
Voilà. Et dernière chose, et là je suis terminé, Mhm. le type rouge va effectivement, dans une équipe, prendre le rôle de celui qui pousse à la décision de faire en sorte que les choses avancent. Voilà. Donc, tu vois, tout ce que je viens de décrire là, eh Mhm. bien, c'est toutes les composantes qui permettent de comprendre que quelqu'un est un type de personnalité. Et comme tu peux le voir, c'est extrêmement détaillé et surtout, c'est parfaitement mesuré par la psychométrie. Ok. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ouais, très bien. Et donc ton challenge, c'était justement de mesurer ça par la psychométrie. Et donc, Oui. on va dire c'est le côté scientifique, c'est ça? C'est pour pouvoir donner tout le crédit qu'il faut aux tests de personnalité, c'est ça? C'est pour s'assurer qu'ils révèlent bien ces choses-là finalement. C'est ça surtout, c'est-à-dire que quand tu vas faire passer un questionnaire et que tu mesures ce que je viens de dire là, Mhm, tu le mesures parfaitement. mhm, Et donc du coup, quand quelqu'un va répondre à un questionnaire, c'est clair, il est comme ça ou il n'est pas comme ça. Si tu prends par exemple des concepts qui ne sont pas mesurés avec la psychométrie, tu vas poser des questions un peu comme dans les magazines, Marie-Claire ou autres magazines, où en fait on fait un petit questionnaire pour savoir si tu es comme ci ou comme ça. Et en fait, les questions sont floues. mhm, Parce qu'en fait, elles ne s'appuient pas forcément sur des dimensions psychologiques qui sont mesurées. mhm, Donc, du coup, bah, tu as une petite tendance, voilà. Quand tu passes un questionnaire qui s'appuie sur la psychométrie, tu sais que ce qui est mesuré est clair et donc, du coup, les questions qui sont posées aux personnes sont extrêmement précises et du coup, c'est plus facile de se retrouver. Maintenant, ça n'empêche pas le biais cognitif qui est qu'est-ce que je me raconte sur moi? mhm, Tu vois, ça c'est deux choses différentes. mhm. Ok. Et donc, ce test, finalement, quelle utilisation on peut en faire? Ah, alors, on peut en faire pas mal de choses. La première, évidemment, celle qu'on utilise le plus, c'est se découvrir, comprendre qui je suis. Mhm, C'est-à-dire que vraiment, c'est un outil de, j'allais dire, de management dans le sens où si j'ai compris comment je m'y prends, j'ai compris comment les autres me perçoivent et j'ai compris, en gros, quelle est ma façon à moi d'être moi. J'allais dire que c'est un véritable outil de leadership. C'est-à-dire que si tu as compris ton mode de fonctionnement et que tu te l'es approprié et que tu l'as accepté, parce il y a vraiment cette idée d'acceptation de qui on est, mhm, si tu arrives à faire ça, effectivement, tu développes un vrai leadership. mhm. J'avais, il y a quelques années, monté tout un programme de formation pour Dell Computer à Bracknell en Angleterre. C'était le siège de Dell Computer Europe. Mhm. Et on lançait un programme sur le leadership. Et donc, ils avaient identifié partout en Europe des futurs leaders de l'entreprise. Et nous, on avait un programme de 2 jours où on devait lancer ce programme qui était assez complet. Mais voilà, nous, on était sur cette dimension-là uniquement. Ok. Et ce programme était ouvert à chaque fois par un leader identifié chez Dell Computer. Et, et bien sûr, moi, je me suis dit, je vais enfin savoir quelle est la couleur d'un leader. Je me suis dit, il y a forcément une couleur, tu vois. Ok. C'est l'idée qu'on se fait. On se dit, être leader, c'est être dans un certain comportement. Ok. Et en fait, j'étais très, très étonné parce que j'ai vu des tas de leaders passer les uns après les autres, qu'à chaque fois, c'était un présentateur différent. Et ils avaient un point commun, c'est qu'effectivement, c'était des vrais leaders. Les gars, ils étaient charismatiques, etc. Mais j'ai vu toutes les couleurs. Mhm, J'ai vu des leaders de type jaune, de type vert, de type bleu, de type violet. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il n'y a pas de couleur. mhm, Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils étaient super bien dans leur basket. mhm, C'est-à-dire qu'ils étaient hyper au clair avec eux-mêmes, ils s'acceptaient comme ils étaient et ils s'appuyaient sur leurs points forts. Et là, je me suis dit, en fait, aider les personnes à identifier leur type de personnalité et se l'approprier et vraiment faire la paix avec soi, c'est-à-dire vraiment être en accord avec soi, finalement, c'est développer son leadership. mhm, Voilà, donc première utilité que je vois, moi, pour l'approche comme collant, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on va remettre en cause le résultat du questionnaire, évidemment. mhm, Hein, parce que si la formation consistait juste à expliquer aux gens qui ils sont, mhm. ben, je pense pas qu'on obtiendrait ces résultats qu'on obtient avec le modèle comme Colors. Parce que tu as répondu au questionnaire, on dit que tu es comme ça, et puis on t'explique, ok, tu as compris les types de personnalités, mais est-ce que tu as compris quels étaient tes véritables points d'appui? Pas forcément. Donc voilà, ça c'est la première utilisation. Évidemment, tu vois tout de suite la deuxième utilisation, et bien c'est le management. À partir du moment où tu as compris quel type de management tu es, et que tu as compris que dans ton équipe, il y a des personnes qui n'ont pas le même style de personnalité, Mhm. eh bien, tu vas pouvoir adapter ta communication à ton équipe et du coup, tu vas pouvoir faire progresser les gens, non pas en les essayant de les tordre pour qu'ils correspondent à qui tu es, mais en s'appuyant sur leurs points forts. Mhm. Du coup, allez, autre application qui est absolument géniale, c'est les cohésions d'équipe. Quand tu fais partie d'une équipe
et que tu as tes pairs avec toi ou que toi, tu es manager avec ton équipe et que tout le monde fait la formation comme Colors, d'un seul coup, il y a une compréhension mutuelle, une acceptation mutuelle des points forts, des différences. Et du coup, au lieu de vivre la différence comme une agression, comme un conflit potentiel parce que l'autre fait pas comme je veux ou il comprend pas ce que je lui dis, d'un seul coup, je comprends que l'autre est différent de moi et du coup il a des ressources que moi je n'ai pas et inversement. Et donc du coup, ça crée une vraie synergie au sein d'une équipe. Voilà, donc ça c'est la partie équipe, on va dire. Puis après, bien sûr, bah, tu as la vente. Évidemment, quand tu commences à comprendre que tu as un style de vente et que derrière, tu peux avoir des acheteurs qui sont pas du tout dans ton style, ça permet vraiment de trouver des clés là de développement d'activités qui sont fabuleuses. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on a mis ça en place dans plusieurs entreprises et on a des résultats de croissance à 2 chiffres pour chaque vendeur qui sont assez impressionnantes. Non pas parce qu'on leur apprend à s'adapter, mais parce qu'on leur apprend à s'apprécier et s'accepter comme ils sont. Et du coup, accepter le client comme il est. Et puis, je termine avec le recrutement, évidemment. C'est-à-dire que recruter les bonnes personnes de bonne place, c'est probablement le meilleur investissement qu'une entreprise puisse faire. Puisque la plupart du temps, l'erreur que les entreprises commettent, c'est de recruter les personnes sur la compétence. Or, la compétence, tout le monde peut l'acquérir. Alors, il faut avoir une tête bien faite, mais tout le monde peut l'acquérir. En revanche, le rôle que je vais tenir dans l'équipe, ce que je vais apporter naturellement dans l'équipe, ça, je ne pourrais pas le changer. Et donc, si on rentrait ce critère complémentaire dans le recrutement, je pense qu'on créerait des équipes bien plus homogènes, bien plus pertinentes, bien plus efficaces que recruter uniquement les personnes sur leurs compétences. Alors, ce que j'avais trouvé intéressant dans le modèle ComColors, c'était intéressant, c'était d'autant plus intéressant pour moi que j'avais enchaîné en fait. J'avais suivi une formation ProcessCom et juste après, j'ai suivi la formation ComColors. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette possibilité de discuter le résultat. En fait, là, on ne prend pas le résultat comme ça, c'est pas comme un bilan de santé, quoi. C'est pas comme quand on va dans un labo pour faire des analyses et on a un résultat, il est ce qu'il est, et voilà, c'est des données biologiques. Là, c'est quelque chose qui est discuté, et en fait, le résultat d'un test peut changer à la fin du débriefing, selon l'exploration, l'échange, et si la personne certifiée comme Colors a réussi véritablement à vérifier les couleurs qui sont sorties comme premières ou au contraire c'est d'autres couleurs qui collent plus à la personnalité de l'individu. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Ça le distingue. Exactement. Alors, c'est vrai que merci de le dire avec ces mots-là, parce que tu vois, je ne fais que parler de ça, mais j'explique pas ce processus. Quand je dis que les gens peuvent développer leur leadership, ou dans un entretien de recrutement, on va pouvoir effectivement identifier le type de personnalité, c'est parce que effectivement, on part du résultat du questionnaire et ce résultat est questionné. Est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Et en fait, la formation certifiant en modèle comme Colors n'a pour but que d'apprendre la technique aux personnes qui vont utiliser les outils comme Colors, donc le questionnaire, à savoir aller chercher derrière le résultat si la personne est vraiment comme ça. Et quand on arrive à un résultat différent, eh bien on peut modifier donc le premier résultat pour en faire un bilan qui lui fera une vingtaine de pages et qui sera le résultat de ce que la personne a découvert sur elle-même. Par exemple, j'ai eu un entretien il y a encore pas très longtemps avec une personne qui était sortie dominante verte, secondaire jaune. Et à l'issue de l'entretien, la personne était en fait dominante verte, secondaire orange. Tu vois, et donc on a pu modifier. Donc ça veut dire que en gros, la personne apprend quelque chose sur elle. Elle apprend pas juste que voilà, elle est telle qu'elle se perçoit. On va aller chercher pourquoi elle a répondu comme ça. Et est-ce que c'est vraiment elle? Et bien sûr, il y a des bonnes raisons. Par exemple, le truc le plus classique qu'on a en recrutement, c'est d'avoir des gens qui sont tous bleus. Pourquoi? Parce que le type bleu, il est organisé, il est structuré, il est bosseur, il est perfectionniste. Tu vois? Et donc, du coup, quand quelqu'un répond à un emploi et répond à un questionnaire pour être recruté, il va dire qu'il est type bleu. Et forcément, puisque c'est ça qui est attendu par l'environnement. Donc, c'est tout naturel. Donc, nous, on va aller questionner ça. Est-ce que la personne est vraiment de type bleu? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un type bleu, d'ailleurs? C'est pas forcément ça qui est nécessaire pour le poste. Donc voilà, je te remercie d'avoir mis le focus là-dessus parce que c'est ça le plus intéressant et le plus important.
Alors j'ai regardé différents débriefings que tu as publiés sur ton channel YouTube, que j'ai trouvé Mhm. assez intéressant de voir d'un côté les questions qui sont posées, d'un autre les réactions des personnes que tu avais en face et l'échange, la discussion avec son aboutissement. J'ai trouvé ça très chouette. Et en fait, comme Colors m'a rassuré davantage que les autres tests, puisque ce qui a trait à l'humain, ce qui a trait à la personnalité, on sait que c'est le plus souvent, c'est pas 0 ou 1, c'est pas blanc ou noir. Souvent, c'est une nuance. Tu as une nuance de gris dans les relations humaines et dans les relations ce qui a trait à l'humain. Alors, tu as parlé d'un sujet, c'est comment tu appelles ça? La cohésion d'équipe. Oui. Sur la cohésion d'équipe, est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous? Une formation que tu as pu offrir à une équipe et qui a eu une révélation, où tu as eu un feedback particulier, où il y a eu un changement assez important. Euh, alors, il y a une anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que quand on fait une cohésion d'équipe, il y a vraiment une clé pour que ça fonctionne. C'est le fait que le manager a une importance énorme sur le bon déroulement d'une cohésion d'équipe. C'est-à-dire que, en gros, on va pouvoir, en fait, la réussite d'une cohésion d'équipe est liée au niveau d'ouverture du manager à son équipe. Qu'est-ce qu'il va partager de lui-même? Donc, je fais un énorme travail de préparation en amont de la formation pour amener les managers à finalement à parler d'eux. C'est-à-dire que s'ils parlent d'eux, alors l'équipe, les gens dans son équipe vont parler d'eux. Mais si le manager ne parle pas de lui, personne ne parle. On se retrouve dans un grand silence. C'est pour ça que c'est souvent moi qui fais les cohésions d'équipe, parce qu'en fait, il faut accepter que sur la première demi-journée ou la première journée, les gens ne parlent pratiquement pas Ouais. Hmm. parce qu'ils osent pas parler devant les autres, quoi. Il y a les collègues qui sont là. Enfin, on n'a pas envie de se dévoiler devant des personnes avec qui on travaille tous les jours. Hmm. Et donc, il y a un énorme travail à faire sur le manager. Et alors, j'ai eu une anecdote géniale. C'était une manager dans une banque qui était vraiment chouette, super ouverte. Et donc, je lui avais expliqué tout ça. On démarre la formation et elle parle d'elle et donc tout le monde se met à parler, mais très très vite, hein. Dès la fin de la matinée, ça y est, les gens échangent, etc. Et donc la formation se déroule super et moi je me dis ça y est, c'est parti. Et puis on arrive sur la fin de l'après-midi, dernière demi-heure, et là je vois son visage se fermer, rentrer dans une sorte d'introspection, tu vois, et ne plus parler. Et d'un seul coup, j'ai plus de questions, plus personne ne parle dans la salle. Waouh. Évidemment, parce que vraiment, le manager ne se rend absolument pas compte à quel point il donne le ton. Ah ouais. Donc, Hmm. quand je vois ça, je me dis, bon, il faudra peut-être que j'en parle. Donc, le lendemain matin, elle arrive un peu avant les autres. Je vais la voir et je lui dis, voilà ce qui s'est passé hier. Tu avais super bien démarré. Et puis, en fin d'après-midi, tu as arrêté de parler. Du coup, plus personne ne parlait. Elle me dit, ah bon? Il s'est passé ça? Et je lui dis, oui, c'est ce que j'ai observé. Et elle me dit, oh, mais ta formation, elle m'a tellement fait penser à mon fils et tous les problèmes que j'ai avec lui. Mais d'un seul coup, il y avait des clés de compréhension. Et du coup, j'étais parti dans ma tête sur comment je vais régler le problème avec mon fils. Elle me dit, du coup, j'ai complètement oublié l'équipe. C'est pour ça que j'étais comme ça. Et, et qu'est-ce qu'elle a fait? Extraordinaire. Elle démarre la formation, la deuxième jour, et elle dit, vous savez, hier, cette formation, quand même, elle est forte, hein, parce que ça nous permet de mieux nous comprendre. Vraiment, je suis en train de comprendre plein de choses sur l'équipe. J'espère que vous comprenez des choses sur moi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai appris sur mon fils? Et elle m'a parlé de son fils. C'est le plus beau cadeau qu'un manager puisse faire dans une cohésion d'équipe. Par un seul coup, elle dit, vous voyez, je peux parler de moi. Je peux même parler des difficultés de relationnel que j'ai avec mon fils. Si je peux faire ça, alors on peut parler de tout. Et alors après, mais la journée était exceptionnelle. Hmm. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment intéressant, Hmm. mais parce que tu comprends que le point de vue que je prends dans cette cohésion d'équipe, c'est je vais pas vous expliquer qui vous êtes, on part à la découverte ensemble de qui vous êtes. Donc le manager part à la découverte de qui il est, mais les autres collaborateurs aussi. Et là aussi, quelqu'un a pu répondre qu'il est sorti bleu-bleu, par exemple dominante et secondaire bleu, et puis à la fin de la formation, on s'aperçoit qu'il est, je sais pas moi, orange-violet. Hmm. Ça arrive pas souvent d'avoir de tels écarts, mais tu vois, l'idée c'est ça, c'est que ce qui nous intéresse, c'est qui êtes-vous pour de bon? Hmm. Et qu'est-ce que vous apportez à l'équipe tel que vous êtes, et non pas est-ce que vous êtes conforme? Hmm. Voilà, donc je ne sais pas si cette anecdote répond à ta question, mais Ouais, voilà, c'est celle qui me vient le premier à l'esprit. elle est très sympa.
Et c'est intéressant, tu as évoqué les enfants. Justement, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour passer le test? Alors, a priori, il n'y en aurait pas, mais il y a juste un problème de compréhension des questions qui sont extrêmement simples. Mais disons que je dirais que la troisième, tu vois, 15 ans, c'est un peu la limite. Les types de personnalités sont là bien avant, hein, il n'est pas Ouais, besoin d'attendre 15 ans pour les connaître, hein, ouais. mais le questionnaire, si tu veux, par exemple, des questions toutes simples comme rationnel, le mot rationnel, Mhm. il y a des jeunes, ils savent pas ce que ça veut dire. Ok. Et donc, du coup, pourtant les questions sont simples, mais tu vois, c'est le vocabulaire, le fait que, du coup, ça pose des fois des problèmes pour répondre. Alors, ce qui se passe, c'est quand ils n'arrivent pas à répondre, ils vont demander aux parents, ce qui est très très mauvaise idée, parce que du coup, forcément, les parents ne peuvent pas s'empêcher de penser quelque chose, et du coup, on n'a plus une auto-perception, on est sur, tu vois, On est c'est sur autre autre chose, chose. quoi. Hmm. Donc, je dirais que voilà, c'est ce que j'ai observé, voilà, 15 ans, c'est c'est la limite, voilà. Mais Ok. on pourrait, si on pouvait, on pourrait répondre à 8 ans, ça marcherait aussi, hein. Hmm. En tout cas, quand tu as parlé de l'expérience avec les enfants, moi, ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une de mes filles, qui est Mhm, plutôt, qui est de couleur jaune. Et mhm. donc, un jaune a besoin de changer d'activité, tu sais, régulièrement. Il ne peut pas rester sur une activité trop longtemps. Et Oui, j'avais ce vrai souci avec l'une de mes filles qui a 10 ans. Et en fait, j'arrivais pas à la faire asseoir pendant 1 heure pour, tu vois, faire une oui, leçon ou apprendre un texte. Et en fait, au bout de 15 minutes, elle bouge, elle fait autre chose. Et donc, c'était vraiment en prise de tête. Moi, j'étais dans mon truc, non, il faut 1 heure, tu sais, pour bien faire les mhm, choses. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire avec elle, c'est j'ai commencé à lui dire, écoute, tu vas faire ça, tu vas réviser cette leçon pendant 15 minutes. Et donc, je lui mettais un chrono. Et même des fois, je lui donnais le chrono entre ses mains et elle timait ouais, 15 minutes. Et quand je lui donnais ces 15 minutes, elle y était à fond. Et donc après ces 15 minutes, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et après, mhm, le deal, c'est de la reprendre encore pour 15 minutes ou pour 20 minutes. Et là, cette année, elle a fait de réels progrès à l'école, où l'année dernière, elle avait vraiment du mal à prendre des leçons, à réviser ses cours, etc. Et là, elle a nettement progressé avec cette technique. Tu vois, au lieu de faire 1 heure, ben, on fait 15 minutes. Tu vois, elle kiffe, moi je kiffe et c'est très chouette. Et c'est super, bravo, ça m'a beaucoup aidé. bravo. Franchement, ça m'a beaucoup Eh aidé. bien, super, Ouais, t'appliques, tu ouais. vois, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que mais ce que tu décris là, c'est exactement ce qu'on observe, c'est-à-dire que on veut offrir aux autres ce qui est le mieux, puisque pour nous c'est bien. Hmm. Parce que ça a sûrement des capacités de concentration et que du coup, et même peut-être qu'on t'a appris quand tu étais jeune qu'il faut rester concentré, assis pour faire ses devoirs, alors qu'effectivement, les types jeunes ont pas des soucis, mais ils ont la concentration, ils peuvent aller très vite, mais la concentration, c'est 15-20 minutes. Hmm. Et après, bah, c'est compliqué. Donc, plutôt que de vouloir, parce que tu vois, elle fait 15-20 minutes, et 40 minutes qui vont ensuite derrière, si tu la forces, elle fera rien. Tout à fait. Ça va la démotiver complètement. Tout à Alors fait. que si elle peut changer d'activité, ce que tu as fait là, c'est extraordinaire. Tu vois? Et Là, si même, tu veux donner ça comme conseil à tous les parents qui ont des enfants de type jaune, c'est un super conseil. non, mais même Franck, ça me rentrait en conflit avec elle, tu vois, et donc ça dégradait ma relation avec elle. Parce que voilà, on va se fâcher, et forcément la relation elle est plus la même, tu vois. Hmm. Alors que là, au contraire, on est beaucoup plus alliés, elle est beaucoup plus fière parce elle arrive à obtenir de bonnes notes, et moi je suis content parce qu'elle progresse, et donc forcément ça améliore la relation aussi. C'est super. Super, bravo. Merci. Super. Franck, j'ai vu sur tes channels YouTube, tu as un channel dédié à Comcolors. Et Mhm. tu as un nouveau channel YouTube que tu viens de lancer, c'est Super Green, c'est ça? Oui, c'est ça. Super Green, Super green. voilà. Super green. Euh, et Absolument. je voulais savoir pourquoi ce choix? Pourquoi le fait de vouloir lancer un deuxième channel en parallèle avec un autre titre? D'autres auraient fait le choix de tout miser sur un premier channel. Pourquoi Oui. ce choix en termes de Alors, stratégie de com, pourquoi ce choix de lancer un deuxième channel? bah, en fait, si tu veux, comment expliquer? Si tu veux, comme Color, c'est vraiment, j'ai formé maintenant plus de 330 formateurs certifiés et l'activité. Alors, si tu veux,
globalement, c'est surtout les entreprises qui utilisent des types de personnalités. Et donc, du coup, Comme Colors, la chaîne YouTube Comme Colors, elle est vraiment dédiée aux entreprises avec des explications, un peu comme on est en train de le faire là, tu vois, où Mhm. voilà, c'est technique, mais si t'es RH, ça t'apprend des choses. Si t'es manager, tu comprends comment tu peux utiliser Comme Colors dans une cohésion d'équipe. Voilà, donc tu vas trouver sur la chaîne YouTube Comme Colors des informations de ce type, la psychométrie, etc. Et je me suis dit, en fait, moi, ça m'intéresse quand même d'ouvrir l'accès à Comme Colors à un public beaucoup plus large, beaucoup moins initié, beaucoup moins technique, et où je vais pas parler de tous ces concepts compliqués. Enfin, compliqués, c'est pas compliqué, mais tu vois, la psychométrie, je suis entré dedans. Si t'es RH, ça t'intéresse, si t'es pas RH, tu dis, ouf. Tu vois, si t'es RH, tu comprends l'intérêt Mhm. de te poser les bonnes questions pour avoir l'outil qui est adapté à ton besoin. Si t'es un particulier, tu te dis, mais bon, ça me gonfle, quoi. Tu vois, c'est pas le truc. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en fait, je pourrais créer une autre chaîne qui soit plus détendue, plus relaxe, où on aborde des sujets qui sont pas des sujets d'entreprise. Par exemple, les enfants. Tu vois, tu viens de parler des enfants. Ben voilà, comment faire ses devoirs à un enfant type jaune, type vert, type rouge. Je parle des couples, je parle des conflits, je parle, tu vois, de plein de sujets. Là, par exemple, très prochainement, je fais des vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Enfin, surtout, on en commence une sur l'analyse de Fred et George dans Harry Potter. Tu vois? Ok, Donc j'ai pris Harry Potter parce que les personnages sont très très bien définis ok. et j'ai pris des séquences et on va décortiquer ensemble quel est le comportement de ces deux jumeaux là dans ce film. Ils sont hyper bien définis, hyper bien écrits, tu vois, en termes de type de personnalité. Voilà. Si tu veux, c'est ludique, c'est plus fun. Et donc, j'ai créé la chaîne YouTube pour ça, Super Green. Et pourquoi Super Green? Parce que je suis type vert, donc Ouais, je, ok. je revendique ma couleur. Ok, super. Alors, c'est vrai que j'ai vu une vidéo hier assez sympa sur l'analyse transactionnelle, où tu donnes des Mhm. explications assez succinctes sur l'analyse transactionnelle. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les références au cinéma que tu as faites, et bon, les Mhm. ouvrages que tu as conseillés, mais aussi des références au cinéma français, dont Mhm. le film Oui, mais et qui a Oui. été fait avec une personne qui maîtrise l'analyse transactionnelle et qui a cherché à restituer les jeux psychologiques et ce qui se passe dans ces personnages décrits par l'analyse transactionnelle. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a donné envie d'ailleurs d'aller voir le film, de retrouver le Mhm. film et de regarder le film. Ah bah super, un très bon film. Franchement, excellent, Ok, excellent. ok, Très super. très bon film. Alors, Franck, dorénavant, je vais commencer à poser deux questions à tous mes invités à la fin de l'entretien pour pouvoir conclure. La première Mhm. question, c'est si tu devais donner un conseil à Franck à ses 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, les défauts que tu t'attribues sont en fait tes qualités. Voilà. Et appuie-toi dessus parce que c'est vraiment une ressource extraordinaire. Ok, très bien. Deuxième question, Franck, si tu avais un ou deux livres, ou même trois, à nous recommander des livres qui ont eu un impact important sur ta vie et sur ton développement. Quels seraient ces livres? Alors, je dirais, il y en a beaucoup, j'en ai lu beaucoup évidemment, et beaucoup de livres de développement personnel puisque ça me passionne. Euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, Mhm, de Covey. mhm, Je trouve qu'il m'a beaucoup inspiré. Et en particulier, j'ai beaucoup aimé du coup la suite qui s'appelle Priorité aux priorités, qui est une des 7 habitudes sur l'organisation du temps. Et j'ai trouvé que le fait de regarder son temps non plus comme comment dire, un agenda avec des tâches à faire, mais plutôt comme des rôles qu'on a à jouer dans la vie, ça m'a vraiment aidé à rééquilibrer ma vie personnelle et professionnelle. Par exemple, de dire, je suis papa et donc j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, donc je mets des créneaux dans mon agenda qui sont pas négociables sur le fait de passer du temps avec eux. Voilà, ça c'est un des livres qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle, d'ailleurs je crois que j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne Super Green, qui s'appelle La formule du bonheur. Ok, Et en particulier, toute la partie sur le fait que nous ne sommes pas nos pensées,
Ça a été une révélation pour moi de découvrir que tous ces discours intérieurs qui se baladent dans nos têtes ne correspondent pas à qui on est, alors qu'on a une vraie tendance à s'associer ou à croire qu'on est cette discussion infernale dans notre tête, quoi. Ça a calmé énormément mon esprit. J'ai trouvé ça super beau et puis du coup, ça te permet vraiment d'être mieux, quoi. Vraiment mieux dans ta peau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres livres? Je réfléchis. Non, voilà, je vais prendre ces deux-là. Je Ok. pense que c'est des deux livres que je pourrais conseiller qui sont vraiment chouettes. Alors, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, j'ai eu l'occasion de recevoir le consultant Maroc, consultant formateur Ok, de Franklin Covey, et donc avec qui j'ai enregistré un podcast. Et c'était un moment très super. chouette, très très intéressant, et où il a décrit de manière succincte ces 7 habitudes, il en a parlé. Et il Mhm, a partagé avec nous un peu ce qu'a fait ce succès de Stephen Covey, d'où il puise, tu vois, tout ce crédit qu'il a aujourd'hui et tout ce talent qu'il a révélé dans ce livre. Et donc c'était un mhm. échange très intéressant. Franck, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir reçu. J'ai énormément apprécié. Merci pour toutes tes questions. Ok, Tu m'as vraiment porté, guidé. C'était très, très agréable d'être avec toi pour ce podcast. Donc vraiment un grand merci d'avoir pensé à me le proposer. super, avec plaisir. Franck, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Allez, je vais vous dire ce que je dis tout le temps, parce que c'est ce qui vraiment m'est apparu comme étant vraiment la clé. C'est vous êtes tous super dans ce que vous êtes, mais vraiment, vraiment prenez le temps de vous apprécier tel que vous êtes, d'apprécier votre type de personnalité, de vous autoriser à être comme ça, parce que c'est une source inépuisable d'énergie, de motivation pour toute sa vie. Donc voilà, allez avec vous, quoi. Jouez avec vous et ne jouez pas contre vous. Magnifique. Merci Franck. À très bientôt. Merci à toi. À bientôt.